Alors, on va prendre quelques exemples. On peut commencer par Thibaut. Oui, avant, si possible, je préfère, enfin, je vais introduire ça par quelques questions méthodologiques qu'à mon avis, il faut toujours se poser sur les ONG, selon moi, hein. Mais c'est toujours le fameux qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Pourquoi faut y aller un peu plus avec la géoéconomie, la géopolitique ou la maladie mentale si on a affaire à Soros. Donc, pour développer je vais développer un petit peu, ça me semble important. En tout cas, c'est comme ça que quand on cherche sur les ONG avec des amis, c'est comme ça qu'on procède. Sur le qui, il faut se demander à mon avis qui a créé l'ONG, qui s'y trouve et à quel poste, depuis combien de temps s'y trouve-t-il, qui décide, qui pilote, qui finance et à hauteur de combien, depuis combien de temps et pour quel projet de campagne. Par exemple, pour Soros, c'est très marrant, il a financé une ONG qui s'appelle PICUM, qui existe depuis, il me semble, 16 ans. Pendant les 14-15 premières années, rien. Et puis là, tout d'un coup, gros financement qui arrive juste avant la crise des migrants. Donc, c'est évidemment un hasard. Ensuite, qui l'ONG finance-t-elle? Parce qu'il y a des ONG évidemment qui financent d'autres ONG. Donc je rappelle, ONG, on prend les trusts caritatifs, les fondations, tout ce qu'on veut. Qui est le bureau et le comité directeur? Parce qu'elles elles font le porte-parole de la société civile, mais en général, il n'y a pas d'élection. Qui sont les partenaires de l'ONG et qu'est-ce que cela implique? Est-ce que l'ONG elle-même appartient à un réseau d'ONG et qui se trouve dans ce dernier? Ensuite, sur le quoi, c'est que fait l'ONG, quel est son objet et s'y conforme-t-elle, puisqu'il y a quand même des statuts, même s'ils ne sont pas toujours accessibles. Par exemple, l'Open Society, qui se veut très ouverte, n'est pas très ouverte sur la publication des statuts. Il me semble qu'ils ne se trouvent pas. Ou alors j'ai mal. Ils doivent déposer des statuts obligatoirement. Mais ils ne sont pas forcément trouvables. C'est-à-dire que. Alors, je crois que c'est pour le Pew Charitable Trust qu'ils disent qu'il faut les contacter pour avoir plus d'infos. Voilà. Donc, c'est déposé, mais c'est pas forcément public. Ensuite, il faut se demander est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle prétend être? Donc là, il y a de quoi creuser. Où agit-elle? Où se situe son siège? Où sont ses diverses antennes, tant nationales qu'internationales? C'est par exemple Transparency International, son siège en Allemagne. Et quand on voit un petit peu ce qu'elle fait, c'est clairement pro-américain. Mais c'est juste que c'est Peter Hagen qui l'a créé, c'est un ancien de la Banque mondiale. Voilà. Quand a-t-elle été créée? Depuis quand agit-elle dans telle ou telle zone? Quand a-t-elle produit un rapport sur un sujet donné? On peut mettre par exemple ça en corrélation avec les intérêts économiques d'une puissance particulière ou d'un acteur particulier. On verra avec Soros, le pétrole par exemple, ou le charbon même. À partir de quand a-t-elle lancé une opération d'influence, donc une guerre d'information? Quand a-t-elle ciblé un acteur, donc un État, un individu, une institution ou une entreprise en particulier? Y a-t-il un lien avec l'apport de financement bien identifié à ce moment? On peut revoir ça avec les migrants. Comment l'ONG choisit-elle ses cibles? Donc ensuite, on revient un peu sur la même chose. Quels sont ses pays d'action, ses méthodes d'action? Comment réussit-elle à se faire relayer? Est-ce qu'elle a des relais d'influence dans la presse? Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la tentative de révolution colorée en Arménie ou même en Pologne. Et on voit que l'Open Society de Soros possède beaucoup de médias arméniens qui relaient favorablement. Donc ensuite, comment réussit-elle à se faire relayer? Donc c'est ce que je disais. Pourquoi l'ONG attaque tel acteur mais ignore tel autre? Là, on pourra revenir un petit peu sur Transparency International, ça sera intéressant. Et quelles sont ses motivations profondes? Là, c'est méthodologiquement. Ensuite, on peut commencer on peut commencer un peu sur ce que vous voulez. Peut-être sur l'écologie. Comme vous voulez, c'est vrai que ce fut d'actualité en décembre. Alors on avait l'ambition de pouvoir faire une émission sur la COP 21. Le mois de décembre est passé sans qu'on fasse, mais bon, on y arrivera. Ouais, mais on peut en parler de la COP 21. Soros a diverses initiatives. Il a financé notamment la Climate Policy Initiative, et qui était présent tout au long de la COP 21. Il suffit de se reporter au calendrier des événements, sur quoi, 15 jours, 12, 13, ils étaient présents au moins 8 ou 9 jours, il me semble. Donc il y a de quoi faire du lobbying. Et cette Climate Policy Initiative a créé un site qui s'appelle le Global Landscape of Climate Finance, et qui permet j'ai noté, qui était l'inventaire le plus complet sur les investissements existants sur le changement climatique. Le site se présentait comme ça. Et ce qui permet donc à Soros de suivre les fluctuations des investissements dans les divers types d'énergie, et comme ça de spéculer et où investir en fonction de ces évolutions. Tout à l'heure, je reparlerai par exemple de la guerre de l'information qu'il a menée pendant des années contre le charbon, jusqu'à faire s'écrouler, enfin bon, je vais le dire maintenant, jusqu'à faire s'écrouler les actions de Arch Coal et de Peabody Energy. Il y en a, je crois que c'est Arch Coal, c'est passé de 90 $ à 1 $. À cette époque, il disait que le charbon était une balle létale pour le climat. Et il a tout racheté, à ce moment-là. C'est des entreprises de quelle nationalité? Ce sont les géants américains. Voilà, on a évalué ça en milliards de tonnes de charbon, donc pour des années et des années. D'ailleurs, on peut se dire que
C'est pour ça que je vais rebondir sur l'écologie. Il y a les Amis de la Terre et Oxfam qui ont sorti il y a quelques mois un rapport qui s'appelle Émission d'État. Émission d'État, avec un titre pour crétin, c'est comment les centrales à charbon d'EDF et Engie réchauffent la planète. Et quand on regarde un petit peu plus près, on va sur le site des Amis de la Terre, donc les Amis de la Terre France, hein, pas Friends of the Earth, les Amis de la Terre, et ils exposent leur financement. Ils ont reçu, disent-ils, 70 000 euros de la European Climate Foundation pour lutter contre les subventions qui sont faites au charbon. Et si on se rapporte aux données qui sont utilisées dans ce rapport émission d'État, on voit qu'elles viennent du Stranded Assets Programme de l'Université d'Oxford. On va sur la page financement et on voit que là aussi, c'est l'European Climate Foundation qui a financé les données de ce programme. J'ai cherché pour Oxfam, mais les données n'étaient pas encore disponibles. Je pense qu'on saura cette année si Oxfam France a été financé par cette European Climate Foundation. Et alors, on peut se dire, mais les Amis de la Terre, au départ, ils défendent l'écologie. On passe sur le fait que ce soit des eugénistes, des néo-malthusiens qui viennent du Sierra Club Foundation. Et dans leur historique, ils mettent toujours qu'ils assument pleinement l'héritage je crois que c'était Paul Ehrlich qui avait écrit un bouquin qui s'appelle La bombe démographique, qui était clairement eugéniste, voilà. Mais ça, apparemment, ça pose pas trop de problèmes aux médias. Et quand on va sur le site de l'European Climate Foundation, on regarde qui est derrière. Donc, je vais vous apporter un petit graphique. On voit qu'il y a 12 entreprises partenaires. Donc, il y en a peut-être d'autres, mais c'était les 12 principales. Donc, il y en a une de Finlande, une de Norvège, me semble-t-il, 2 de Suisse, une, c'est la loterie nationale néerlandaise, une ONG britannique, une ONG allemande, et puisqu'il y a le terme European, évidemment, il y a 3 ONG américaines. La Fondation Énergie, la Fondation William et Flora Hewlett, qu'on retrouve dans beaucoup de choses, et la Climate Works Foundation, qui est d'ailleurs à l'origine qui est pas loin du scandale qu'il y a eu avec Volkswagen. Voilà, donc il y a aussi des intérêts économiques. On dénonce les voitures diesel, on dit il y a eu des fraudes, mais derrière, il y a un énorme business d'énergie propre et renouvelable. Et c'est là où je veux en arriver, c'est que je suis allé sur toutes les pages de toutes ces organisations-là, et elles mettent tout en avant le business des énergies propres et des énergies renouvelables. Par exemple, la Fondation Énergie fait énormément de business dans le propre et dans le renouvelable. Alors ce qu'on appelle le propre, c'est pas du propre, hein, c'est le terme. Hein. C'est en général avec des batteries au lithium qui sont des terres rares, qui sont des désastres écologiques. Mais bon, on appelle ça propre, c'est une novlangue. Et elle fait énormément de business aux États-Unis et en Chine. Sauf que nous, en Chine, on a aussi des centrales à charbon, on a des intérêts là-bas. Donc, on se dit, les Amis de la Terre veulent défendre l'écologie, ils veulent défendre la planète, lutter contre le changement climatique. En fait, non, ils font juste le tapin pour des intérêts économiques qui sont des intérêts économiques des énergies propres et des énergies dites renouvelables. Voilà.